Bonsoir à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette remise des diplômes des certifiés de l'IRIS de l'année 2022-2023. Je suis Delphine Lecombe, directrice des formations à IRISUP. Vous m'avez connue responsable des études et j'ai le plaisir et l'honneur de prendre depuis quelques jours la suite de Christine Aubray, à qui j'aimerais rendre hommage pour saluer l'ampleur du travail accompli ces 12 dernières années pour le développement de l'école. Chers diplômés, cette cérémonie marque pour la plupart d'entre vous la fin de vos études et le commencement d'une nouvelle vie professionnelle. Toute l'équipe de l'école et moi-même sommes heureuses et heureux de partager ce moment si particulier avec vous et vos proches. Pour nous accompagner lors de cet événement, nous accueillons Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Madame, nous vous remercions vivement d'avoir accepté cette invitation lancée par nos étudiants. Chers diplômés, ce soir nous célébrons votre réussite, votre travail, votre implication durant ces mois de formation. J'aimerais souligner le mérite que vous avez à vous trouver ici face à nous pour cette remise des diplômes. Si vous êtes ici, c'est que vous avez validé un titre reconnu par l'État, un titre à haut niveau de qualification et d'exigence. Vous allez en effet vous voir remettre un diplôme qui atteste de la maîtrise de compétences analytiques en relations internationales, de capacités rédactionnelles, de l'exercice de votre esprit critique, mais également de la maîtrise d'outils et de savoir-faire propres au secteur professionnel dans lesquels vous allez évoluer. Vous avez également le mérite, pour la majorité d'entre vous, d'avoir travaillé durant cette année d'études. L'IRIS est en CFA, Centre de formation des apprentis, depuis 2020. Vous avez été nombreuses et nombreux à réaliser cette formation en alternance ou, pour les stagiaires de la formation continue, à avoir repris des études en plus de votre activité professionnelle. Bravo pour cela. Nous savons l'engagement. Nous savons l'engagement et les sacrifices que cela demande. J'aimerais également souligner que parmi les 330 certifiés de l'année 2022-2023, 58% d'entre vous êtes des femmes, ce qui n'est pas anodin car la géopolitique est une discipline historiquement très masculine. C'est une fierté. C'est une fierté pour nous d'atteindre ce taux de diplômées femmes qui ne cesse d'augmenter au fil des ans. J'en profite pour vous souhaiter à toutes les diplômées de pouvoir réaliser vos envies, vos ambitions professionnelles sans entrave. Pour terminer, chers diplômés, je vous souhaite à présent à toutes et tous de vous épanouir dans vos parcours professionnels à venir, de pouvoir conjuguer au mieux ceci avec vos aspirations personnelles et de continuer d'être animés par votre soif de compréhension du monde et peut-être également par celle de le rendre meilleur. Je vous remercie pour votre attention et je laisse à présent la parole à Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS. Bonne soirée à toutes et tous. Merci Delphine. Donc Delphine est la nouvelle directrice de l'école, mais je voudrais qu'on rende hommage à celle qui a dirigé pendant 12 ans, qui l'a amené, si nous sommes ici ce soir, c'est aussi grâce à elle. Donc c'est pas des applaudissements que j'attends, c'est une standing ovation pour Christine. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette cérémonie et heureux que Mme Carrère-Dancos ait accepté d'être la marraine. Si nous sommes honorés et fiers, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, que vous ayez bien voulu accepter d'être la marraine de ce gala,
ce n'est pas seulement pour votre parcours exceptionnel. Bien sûr, on pourrait rappeler que vous êtes membre de l'Académie française depuis 1999 et le secrétaire perpétuel, la première femme à l'être dans l'histoire depuis 1999. On pourrait évoquer vos multiples décorations françaises et étrangères, vos multiples doctorats honoris causa obtenus dans de nombreuses universités, vos publications qui sont à la fois, et c'est très rare, des best-sellers et des livres scientifiques, savants et documentés. Tout ceci est connu et votre présence ce soir, évidemment, nous flatte et nous ravit. Mais je voudrais aborder d'autres horizons. Si nous sommes comblés par votre présence et vous nous accordez ce que vous avez le plus rare, le temps, tellement vos occupations et sollicitations sont innombrables, c'est aussi par votre personnalité qui correspond à l'ADN de notre institut et de notre école IRIS-SUP. Vous êtes aussi à l'aise avec un stagiaire, je l'ai encore constaté tout à l'heure, qu'avec un chef d'État. Vous portez une attention égale à chacun, j'ai eu de multiples occasions de le vérifier. Au moment où notre pays souffre de la coupure croissante entre les élites et la population, vous n'avez jamais manifesté de morgue. Vous êtes attentive au bien-être de tous ceux que vous croisez. Vous ne faites pas de différence selon le statut des individus et sachez-le, madame, cela correspond également à la philosophie de l'IRIS et de son école. Née apatride, devenue française à 21 ans, vous ne pouviez qu'être attentive aux autres. Vous vous autodéfinissez souvent avec humour comme étant une métèque. Vous avez créé avec deux de mes amis que je salue, Kofi Annan, Yamnan et Claude Sérillon, la Fondation pour l'intégration républicaine en 92, et puis avez été membre du comité pour la commémoration des origines de la Gaule à la France, avant de devenir en 2004 président du conseil scientifique de l'Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration. Vous avez toujours œuvré pour la reconnaissance du rôle des femmes dans l'histoire, par l'exemple, par votre action, par votre parcours, mais vous l'avez également fait en rédigeant les biographies de certaines d'entre elles. Catherine II, c'était évidemment un exercice obligé, mais également Alexandra Kollontai, moins connue, mais qui l'est désormais grâce à vous, la Valkyrie de la Révolution, pour reprendre le titre de votre ouvrage, une personne incontournable de la Révolution et de la période bolchevique, qui serait restée inconnue du grand public sans vous. Ce qui m'impressionne le plus chez vous, chère madame, c'est votre soif constante d'apprendre, de progresser, de remettre en doute vos certitudes, de toujours vouloir progresser intellectuellement et de ne pas céder au plaisir de la gloire et au biais de confirmation. Curieuse de tout, attentive aux évolutions du monde, vous êtes en constante recherche intellectuelle. Pour cela, vous êtes un modèle. Les honneurs n'ont pas atteint chez vous, Chêne et Carlancos, ni la curiosité, ni le goût de l'effort, ni la remise en cause, et j'ose dire que cela correspond également à l'ADN de l'IRIS. On vous a beaucoup critiqué récemment pour vos positions sur la Russie. Bon exemple de la déformation des esprits. Vous êtes dès l'origine prononcé contre la guerre lancée par Vladimir Poutine, et je me rappelle que dans un entretien que vous aviez accordé à la revue de l'IRIS en 2015, vous aviez expliqué qu'il serait préférable pour lui qu'il ne se représente pas en 2018, car, disiez-vous, si Vladimir Poutine se contente de son mandat actuel et ne prétend pas conserver le pouvoir au-delà de 2018, il restera probablement dans l'histoire russe comme l'homme qui a restauré l'État et la dignité du pays. Malheureusement, il s'est représenté et malheureusement, il a décranté la guerre. Et vous terminez en disant « Mais s'il se porte candidat pour un mandat supplémentaire, il est clair qu'il s'usera davantage et qu'il laissera alors une image extraordinairement dégradée. » Ceci en 2015. Nous vivons dans un monde curieux où la connaissance d'un pays devient suspect si le comportement de son dirigeant devient criminel. On voit dans les médias des gens qui ne parlent pas la langue, qui ne connaissent pas l'histoire, qui souvent ne se sont jamais rendus dans un pays, devenir spécialistes de ce pays sur le seul principe qu'ils y sont viscéralement opposés. On doit pouvoir dire deux choses vraies à la fois. Les pays occidentaux ont commis des erreurs à l'égard de la Russie depuis les années 90 et ne pas céder au macartisme ambiant, mais que la guerre lancée par Vladimir Poutine est inacceptable et criminelle. Vous avez le courage et l'honneur de le faire, de ne pas céder au néo-macartisme ambiant, n'en déplaise aux esprits simplistes ou manichéens. Vous illustrez ô combien le rôle des intellectuels, qui n'est pas de céder à l'émotion, ni au raisonnement binaire, mais toujours de vouloir décrypter le monde dans toute sa complexité. Comprendre n'est pas légitimer. Affirmer l'inverse consiste tout simplement à déclarer la guerre à l'intelligence.
Merci, chère Hélène, de votre présence, de votre action et de l'exemple que vous donnez de toujours vouloir que demain soit l'occasion d'une connaissance et d'une réflexion nouvelle. Puisse votre soif de connaissance et votre esprit critique inspirer et guider nos étudiants diplômés dans leurs fonctions futures. Je voudrais maintenant féliciter tous les étudiants qui vont recevoir leur diplôme aujourd'hui. Vous avez vraiment suivi un parcours relativement dur, rien n'y a qu'à l'avance, et nous sommes très fiers de vous. Nous sommes très fiers de vous, et vous allez devenir les ambassadeurs de l'école. Merci aux parents qui sont là, parce que si vous n'aviez pas été là, encourager votre relève, eh bien, ce n'aurait pas été possible, et la confiance que vous nous accordez nous honore et nous oblige en même temps. Et merci bien sûr à toute l'équipe pédagogique de l'IRIS, aussi bien le corps enseignant que le staff, qui se sont toujours dévoués, qui ont toujours voulu être à l'écoute de vos besoins et qui essayent que, eh bien, au bout d'1 ou 2 années, selon les cas des différents qui se posent ici, eh bien, vous ayez un passeport qui vous permette de mieux aborder la vie, de mieux voyager dans la vie et d'avoir des fonctions professionnelles qui vous satisfont. Et voilà, et c'est vrai que vous, nos étudiants, vous êtes notre plus grande fierté. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Alors, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, mais je vais m'adresser aux diplômés. Et ce que je voudrais leur dire d'abord, c'est que c'est pour moi un immense honneur de m'adresser à eux, et c'est aussi une chance extraordinaire, car je pense qu'ils représentent notre avenir. Et je voudrais saluer à la fois ce qu'ils ont réussi et ce qu'ils vont faire. Chers diplômés, vous avez choisi une voie qui est certainement la plus utile à vos contemporains, car nous vivons dans un monde compliqué, et au fond nous savons tous que le sujet le plus compliqué dans la vie, c'est les relations entre les hommes, et encore plus les relations entre les communautés. Les communautés humaines, les peuples, les nations et les États. Nous savons, on nous a toujours appris que l'homme était un loup pour l'homme. Alors c'est vrai que Pangloss, tout au long de Candide, nous assure que tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes, mais l'histoire nous apprend que le loup est la réalité la plus grande. Alors ce que vos études vous ont préparé à faire, c'est à essayer précisément de comprendre ce qu'est le monde, de le rendre meilleur et de permettre, grâce à votre compréhension, à votre intelligence des faits, à votre connaissance, de construire un monde qui sera vivable. Nous sommes aujourd'hui, je vais dire des choses un peu rapides et primitives, mais peu importe. Nous sommes dans un monde extraordinairement déconcertant. Mais votre génération, chers diplômés, est une génération qui est arrivée à la vie dans un monde, le monde occidental, hein, où l'on a cru que tout était réglé pour toujours, que nous vivrions éternellement dans la paix et la prospérité, et que nous étions le cœur du monde. Nous avons cru ça jusqu'en 1989, encore plus je dirais, puisque vos parents, vos grands-parents ont vécu dans un univers de paix depuis 70 ans, et en 1989, le miracle de la fin de la guerre froide, de la fin d'un système totalitaire qui s'est défait tout à fait pacifiquement, a semblé donner une caution à ces certitudes. Et du même coup, je dirais que nous avons été bercés par le propos d'un universitaire américain d'origine japonaise, Fukuyama, qui nous a assuré que c'était la fin de l'histoire, c'est-à-dire que nous allons vivre dans la conciliation, dans les rapports apaisés. C'est vrai que face à lui, une autre voix s'est élevée,
celle de Huntington qui a dit « Attention, le monde post-historique, c'est le monde du choc des civilisations. Deux pôles, entre les deux, il faut choisir. La vérité, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous avons vécu, vous avez vécu pacifiquement, tout allait très bien, dans un monde apaisé. Nous ne regardions pas ailleurs, nous nous regardions nous-mêmes, avec le sentiment que notre univers, l'univers occidental, celui de l'Europe, avec son guide, la superpuissance depuis qu'il n'y a plus de guerre froide, les États-Unis étaient le modèle de l'humanité, et que nous étions porteurs à la fois de la paix, de la prospérité et du modèle politique, le seul modèle politique absolu, la démocratie. On avait oublié que Churchill pondérait cette idée en disant que tous les systèmes politiques étaient mauvais, que la démocratie n'avait qu'un mérite, elle était peut-être le moins mauvais de tous, mais en tout cas, nous étions certains d'être le phare de l'humanité, celui que l'humanité devait suivre. Il y a eu un coup de tonnerre dans ce ciel serein, le 24 février 2022, il y a 13 mois de cela, 1 an et 1 mois, avec la guerre en Ukraine qui a commencé. Une guerre en Europe, une anomalie totale, mais l'anomalie totale s'expliquait selon des critères. Qu'est-ce qu'on voyait ressurgir? L'empire du mal. L'empire du mal, c'est la Russie, ça avait déjà été l'empire du mal. Il était logique que l'empire du mal se retrouvât, je dirais, dans son dessein maléfique. Et contre cet empire du mal, l'empire du bien que nous représentons, cet empire du bien, appelait à lui la coalition des nations pour incarner le bien et pour porter partout dans l'univers ses certitudes, notre grandeur et le triomphe de la démocratie. Bon, l'ennui, nous nous sommes aperçus très vite que ça ne passait pas comme ça. Surprise, désagréable, nous avons constaté, vous l'avez constaté, c'est tout le contraire de ce qu'on a toujours appris, que le monde n'était pas rassemblé autour de l'empire du bien, qu'il s'était divisé, que une partie du monde, la partie la plus lourde, la plus impressionnante, avait glissé vers l'Asie, c'est-à-dire loin de nous, ailleurs, en disant « nous ne sommes pas d'accord ». Et nous ne sommes pas d'accord, non pas qu'ils trouvent bien, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas envahir un autre État, en temps de paix, ça ne se fait pas, l'agression est contraire aux normes internationales, mais l'agression est contraire aux normes internationales, ça ne signifie pas que tout le monde se rassemble, considère que l'empire du bien est quelque chose qui soit sans reproche. Et l'on a vu s'élever, je dirais, deux mondes. Notre Occident, dont nous pensions que c'était le phare de l'humanité, et le reste du monde qui, dubitatif, refuse de s'aligner. Ce que vous avez appris et ce que vous avez à faire, c'est précisément à ne plus jamais retomber dans une surprise si désagréable, à ne plus être pris au dépourvu par une situation qui nous laisse tout de même, je dirais, sans réaction et sans savoir comment, ce que nous devons faire pour essayer de sauver ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas vu venir le coup? Pourquoi est-ce que nous découvrons? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce qui s'est passé? Et dans la guerre qui a eu lieu, et dans cette coupure du monde qui s'est faite et qui dresse le pauvre Occident qui n'est pas si important que ça, et le reste du monde, ce qu'on appelait autrefois le monde colonial et semi-colonial, ou le monde sous-développé, et que maintenant on appelle en termes politiquement corrects le monde émergent, ou le Sud, etc. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est un autre monde que le nôtre. Est-ce que c'était quelque chose d'inattendu? Mais pas du tout. À la vérité, depuis plus d'un siècle, tout cela était sous nos yeux. Et une fois encore, c'est à vous, chers diplômés, qu'il reviendra de faire que, à l'avenir, nous soyons capables de réfléchir à ces situations, de les voir, de les prévoir et peut-être d'empêcher une catastrophe de ce type où notre monde se trouve isolé.
Les signaux, il n'en a pas manqué. Je ne vais pas remonter à Mathusalem, juste quelques indices. En 1904, au début du XXe siècle, il y avait des indices avant, hein, mais il y a un siècle et 20 ans, pratiquement. 1904, l'Empire russe, l'Empire du mal aujourd'hui, l'Empire russe, un des empires respectables de l'Europe, un des 4 grands empires, qui faisait concurrence à l'Empire prussien, à l'Empire britannique, à l'Empire français. L'Empire russe s'est engagé dans une guerre à laquelle personne ne s'intéressait, elle était loin, elle était en Asie, contre le Japon, pour une sombre histoire de territoire mandchou, et il a été vaincu. Ça a été un coup de tonnerre formidable, un coup de tonnerre vraiment qui a bouleversé l'histoire comme il y en a peu, mais qui en Occident est passé un petit peu inaperçu. Et je suis sûr, chers diplômés, que si à l'IRIS, vous avez compris l'importance de l'événement, dans vos études, dans l'enseignement secondaire, jamais on ne vous en a parlé, on vous a montré ce que ça représentait. Mais qu'est-ce que ça représente, cette défaite de la Russie devant le Japon? C'est ce qui, dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, a été commenté, et ce Sud global, il a été encore très souvent colonisé, mais ça a été commenté par la défaite de l'homme blanc, défaite par un peuple de couleur, la première défaite de l'homme blanc. Et ça voulait dire, et c'était ça le signal, que l'homme blanc était condamné, qu'il n'était plus le maître de l'univers, et que dès lors, toutes les frustrations, toute la fureur d'être dominé, pouvait se mettre en route pour changer le monde. Et ça s'est mis en route. Ça s'est mis en route à ce moment-là. Ça a commencé par une réflexion un petit peu partout sur le sens de cet événement, qui, une fois encore, a échappé à l'Occident. Hein. On a complètement oublié, on ne l'enseigne pas, mais même sur le champ, on n'y a pas accordé tellement d'importance. Or, dans le monde colonial, dès ce moment-là, se pose la question, c'est l'heure de la revanche. Quand est-ce que l'homme blanc va payer ce qu'il a fait? Plus que ça, partout des esprits s'éveillent et s'interrogent beaucoup plus que sur le sens de leur civilisation, ce qu'ils ont dans leur civilisation qui va leur permettre de retrouver une place dans l'histoire. Dans le monde musulman, la réflexion s'engage en Afrique du Nord, en Russie, au Moyen-Orient. Des grands esprits comme Jamaluddin el-Afghani disent en effet, c'est à l'islam de se rénover d'abord, de se réformer, de trouver en lui les ressources de son entrée, de son installation véritablement dans un monde moderne avec ce qu'il est, et pas avec la copie du monde occidental. On a dans le monde asiatique la Chine, qui est une immense civilisation, et qui a été réduite au XIXe siècle à un statut humiliant par des traités inégaux qu'on lui a imposés. La Chine ne dormait pas, et en Chine se réveille une réflexion sur qu'est-ce qui explique ce qui nous arrive. Donc, je vous passe tout ce que l'on peut imaginer paraît à ce moment-là, après 1904 et la défaite russe en Afghanistan, un journal avec la manchette qui est vendue dans toute l'Asie aux Asiatiques. L'heure de la revanche est arrivée. Le monde occidental n'en a pas vu grand-chose. Certes, il voit les mouvements en quête nationaux, en quête de décolonisation, avec une volonté de décolonisation s'éveiller un petit peu partout, mais on y attache très peu d'importance. Un homme a été lucide là-dessus. C'est pas que je l'aime, c'est pas parce que je l'adore que je le cite, mais c'est Lénine. Lénine a évoqué à ce moment-là quelque chose de très important, les peuples qui montent sur la scène de l'histoire. Et en effet, les peuples s'ébranlent et montent sur la scène de l'histoire, même si nous avons continué à ne pas le voir, et que nous avons continué, que le monde occidental a continué à penser que c'était des revendications de peuples attardés. Mais néanmoins, Lénine, toujours, qui voulait faire la révolution, s'est inquiété de savoir dans quelle mesure, lui, il a compris qu'il se passait quelque chose. Et en 1920, je ne prends que des exemples. En 1920, après le deuxième congrès du Comintern, qui a fixé ce qu'était la stratégie communiste de la révolution, le Comintern réunit à Bakou, un mois après le deuxième congrès du Comintern, un congrès
des peuples opprimés, où principalement dominent les musulmans, ce qui est extrêmement important pour notre époque. Et l'on entend un discours tout à fait extraordinaire, qui rejoint celui de Jamaluddin al-Afghani, c'est-à-dire à partir de notre rénovation fondée sur l'islam, pas fondée sur des idéaux démocratiques, etc., non, fondée sur l'islam. C'est avec notre civilisation. Comment est-ce que nous pouvons trouver notre place dans le monde et pas échapper à la domination et trouver une place qui soit digne de la civilisation que nous avons et de l'héritage de Mahomet et de l'empire de Mahomet. Vous savez, dans ce congrès, chaque fois que le président du Comintern, Zinoviev, prononçait le mot révolution, parce qu'il fallait bien, il était obligé de dire quelque chose, des congressistes sautaient sur la table, brandissaient un sabre et criaient « Djihad !»« Allah Akbar !» Bon, quelle révélation! On n'y a pas fait attention. Ça n'intéresse personne. Le temps passe, la décolonisation progresse, le monde change. La Chine et les penseurs chinois se dirigent dans la voie ouverte par Lénine, c'est-à-dire la voie de la révolution, mais en s'interrogeant sur l'originalité de leur révolution, sur la place de leur civilisation dans la révolution. Révolution, ça signifie d'abord rejet de la domination occidentale, la place dans l'histoire que mérite leur civilisation. Le temps passe, bon, le monde occidental a été fixé sur ses problèmes pendant l'entre-deux-guerres, arrive l'après-guerre, la guerre froide, nous sommes fixés sur nos problèmes, mais au milieu du XXe siècle se réunit à Bandung une conférence qui sera la conférence du non-alignement. Nous aurions dû voir ce que ça signifiait. Qu'est-ce que nous voyons à Bandung? Exactement le spectacle d'aujourd'hui, c'est-à-dire le monde occidental d'un côté et le sud global de l'autre, exactement. Et qu'est-ce que nous ont dit ces gens à Bandung? Nous n'avons rien à faire, nous avons nos civilisations, nous avons nos repères, ceux que nos ancêtres nous ont légués, ceux que nous jugeons essentiels. Et par conséquent, votre modèle, gardez-le pour vous. Nous ne nous alignerons pas sur vous, ni sur les uns ni sur les autres. L'histoire, je dirais, nous a laissé un héritage extraordinaire. Tout ça, vous l'avez appris à l'IRIS. Et tout cela, ça vous montre une chose, c'est que votre capital de connaissances, votre capacité à regarder le cours des événements, votre capacité à puiser dans les leçons de l'histoire une compréhension de ce qui se déroule sous vos yeux et une compréhension aussi, au fond, de ce que sont les volontés des hommes et des peuples. Ça, vous l'aurez appris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous aurez appris qu'il n'y a pas un modèle que l'on puisse revendiquer. Bon, nous vivons dans un monde où nous répétons allègrement que l'Occident, c'est le modèle, ou c'est le cœur du monde dans lequel nous vivons et de l'avenir, que la démocratie, nous pratiquons un messianisme démocratique remarquable. Qu'est-ce que nous disons de ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons la démocratie contre les systèmes autoritaires, c'est-à-dire, une fois encore, comme une autre forme de l'empire du mal. Mais nous n'avons pas encore compris que la démocratie, ça n'est pas leur modèle. Comme le dit l'ambassadeur Gourdon-Montagne, que vous avez lu probablement dans le titre prophétique de son livre, « Les autres ne penseraient pas comme nous ». C'est ça que votre formation vous permet de comprendre. C'est avec ça que vous partez dans la vie professionnelle et c'est avec ça que vous allez contribuer à construire le monde et les relations entre les peuples qui vont être votre avenir. Je voudrais vous dire que quand nous regardons le paysage aujourd'hui, ce paysage désolé, nous voyons que toutes les leçons du passé sont à la trappe. Quel a été le sens de ces événements? Quel a été le sens de cette quête de leur identité, de leur repère par une partie de l'humanité? On l'a oublié. Nous continuons à répéter la mantra, le modèle. Bon, le seul ennui, enfin, nous sommes... Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, votre mission, ça va être de construire le monde dans lequel nous sommes, et d'abord, ce que nous sommes, c'est-à-dire cette Europe, qui est notre univers,
L'Europe, c'est une vieille civilisation qui, en ce moment, semble très mal se porter. Je ne parle pas de l'Union européenne, ça, c'est encore des constructions, mais beaucoup plus toute notre civilisation qui vient d'Europe, qui vient de Byzance, à laquelle nous sommes attachés et qui a joué un rôle formidable dans l'histoire de l'humanité. Ça va être ça votre tâche, ça va être de préserver cela, et de préserver cela avec votre capital de connaissances. Le monde a basculé vers l'Asie, c'est vrai. Il a basculé vers l'Asie et le problème de l'Europe, eh bien c'est que l'Europe n'est pas en Asie. Les États-Unis, pour les États-Unis, même si, bon, qui entendent rester la grande puissance face à la grande puissance qui est montée je dirais, dans le ciel international qui est la Chine, pour les États-Unis, il y a encore une carte à jouer, c'est que les États-Unis sont aussi une puissance asiatique. Mais l'Europe, elle n'est pas en Asie, mes chers amis. Elle n'a aucune chance de communiquer, elle n'a qu'une possibilité de communiquer avec l'Asie, un pont qui s'appelle la Russie. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où nous avons décidé que la Russie, étant l'empire du mal, n'était pas d'Europe. Il fallait, je dirais, soit la briser, soit la découper en petits morceaux. Toutes hypothèses qui conduisent à un constat, c'est que si ça se passe comme ça, eh bien l'Europe n'aura pas de communication avec l'Asie. Elle ne sera qu'une petite région éloignée, isolée, je dirais, de la scène où se joue l'histoire, et par conséquent, en effet, condamnée à dépérir. Le vrai problème, et ça c'est le problème qui se joue aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour réparer le désastre devant lequel, quelles sont les solutions pour réparer le désastre devant lequel nous sommes, qui nous pose un problème existentiel pour l'Europe. On parle toujours des problèmes existentiels de la Russie. L'Europe a un problème existentiel. Oui ou non? Fera-t-elle partie de l'Eurasie, c'est-à-dire de ce monde qui est en train de se construire, ou restera-t-elle isolée? Et on sait que les civilisations isolées, Paul Valéry l'a dit, finissent par périr. Mes chers diplômés, c'est vers vous que je me tourne. Ce que vous savez, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, mettez-le au service de cela. Vous avez un rôle immense à jouer. Si je suis si ravi d'être aujourd'hui en face de vous, et si admirative de ce que vous avez réussi à apprendre, de ce que vous avez compris, c'est parce que je sais que vous représentez l'avenir de cette civilisation qui ne doit pas périr. Je vous souhaite à tous bonne chance, je vous félicite et je vous en supplie, allez de l'avant avec votre capital de connaissances et réfléchissez tout seul avec ce que vous avez appris. Bravo!